Bonjour à tous. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez correctement, on va commencer ce forum. Ce forum s'intéresse à quelque chose qui est rentré progressivement mais qui est en train de complètement changer la donne dans nos réanimations sur la surveillance des patients, aussi bien en post-arrêt cardiaque qu'également en neuroréanimation, c'est la pupillométrie. Et il y a tout un versant aussi anesthésie et réanimation sur la douleur. Et donc on a deux experts dans le domaine, avec David Couret qui vient de l'île de la Réunion et qui a publié plusieurs articles sur le sujet, et le célébrissime vieux chanteur, hein, vous voyez, Jean-François Parien de la Garandrie, qui va nous parler de tout ce qui va être analgésie et comment on peut évaluer l'analgésie de nos patients avec la pupillométrie. Donc d'un côté le réflexe automoteur, de l'autre côté la réponse à la douleur avec une dilatation pupillaire. Donc on va commencer par David qui va nous faire un peu le point sur les nouveautés de la pupillométrie en réanimation. Merci Lionel. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement la pupillométrie est rentrée depuis bien une dizaine d'années dans les services de réanimation. Donc l'intérêt d'avoir un outil portable, et surtout, je ne sais pas si vous avez pu visiter le stand, c'est une caméra de contraste qui va permettre de repérer la pupille et qui va permettre d'enregistrer, après un stimulus lumineux qui est calibré, le réflexe photomoteur donc en réanimation et effectivement le réflexe de dilatation pupillaire quand on s'intéresse à la douleur. Et donc la particularité de cet outil-là, c'est qu'il a un cache qui permet de mettre la pupille dans une ambiance lumineuse standard, donc complètement noire. Ce qui est important quand on étudie le réflexe photomoteur, hein, c'est l'ambiance lumineuse. Ça a été montré que quand on avait un dispositif qui n'avait pas de cache, l'ambiance lumineuse dans la journée pouvait altérer, modifier en tout cas les paramètres qu'on veut évaluer. Et donc l'intérêt de ces outils, c'est d'avoir une mesure fiable, répétitive, de pouvoir suivre les patients et de sortir un petit peu de l'évaluation manuelle comme on avait avant avec la réglette, avec le stylo lumineux, voire l'iPhone, et pour pouvoir avoir une évaluation fiable de cette taille pupillaire et de ce réflexe photomoteur. Donc là déjà, ça veut dire qu'entre la visite de jour, ou la surveillance de jour et la surveillance de nuit, on ne va pas avoir de variation de pupille. Parce que en fait, les dispositifs qui n'ont pas ce cache, en fait, on va avoir une différence à cause de l'obscurité versus le jour. Est-ce qu'il faut un peu attendre une fois qu'on a mis le pupillomètre avant de tirer? Est-ce que c'est immédiat la dilatation pupillaire? Non, c'est ce que vous avez sur la diapositive, hein. Il faut que la pupille s'adapte à l'ambiance lumineuse. Et donc il faut attendre un petit peu, donc là 4-5 secondes, pour que la pupille puisse se dilater et prendre une position de repos, entre guillemets, dans cette nouvelle ambiance lumineuse. Et surtout, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut que l'autre œil soit fermé pour éviter la pollution avec le réflexe consensuel. D'accord. Donc là, on voit que l'ordinateur, puisque c'est un ordinateur, a détecté la pupille, il ne la colorie en vert, il nous dit que c'est bon, et donc on va appuyer, c'est ça? C'est ça. On va déclencher un stimulus lumineux qui est standard, et la caméra de contraste, donc c'est ce qu'on va voir après, il faut bien qu'elle poursuive la pupille et qu'elle ne la perde jamais de vue, entre guillemets, pour avoir une mesure fiable. Va pouvoir détecter la pupille qui va se contracter, et donc on va avoir toute une série de paramètres qui n'étaient pas visibles à l'œil nu avant. Donc on va avoir donc là vous voyez un peu sur la diapo une pupille qui est correcte, et là la caméra qui a du mal un petit peu à détecter la pupille, notamment quand on a des pupilles sombres ou un mascara, donc c'est un peu difficile, donc en général en réanimation pas trop. Et vous voyez là sur l'image de gauche une pupille bien détectée, et de l'autre côté une pupille qui est mal détectée. Donc ça veut dire que l'ordinateur te dit il ne faut pas mesurer maintenant parce que en fait l'image analysée n'est pas ronde et que ça bave sur les cils. Tout à fait, et on aura une mesure qui sera faussée. Parce que c'était un des problèmes des premiers pupillomètres, où il y avait des fausses mesures, et il y avait un nombre non négligeable de fausses mesures, parce qu'il n'y avait pas ce préalable.
Donc voilà, tout à fait, c'est indispensable. Donc c'est une formation à faire, c'est rapide au final, la prise en main. Nous dans le service, on l'utilise de façon quotidienne et il faut s'assurer que la courbe soit complète. Donc je vais vous montrer une courbe. Vous allez voir quand vous avez le signal, vous allez avoir, je vais vous montrer la courbe. Et donc on va déceler, on va avoir plusieurs paramètres qui vont être analysés. On va avoir le diamètre pupillaire initial. Puis après, la latence qui va être entre le début du stimulus lumineux et le début de la contraction pupillaire, la vitesse de contraction et le réflexe photomoteur quantifié en pourcentage, ce qui va permettre d'avoir un suivi quantitatif du réflexe photomoteur. Donc là, ce qu'on voit, c'est le diamètre qui est mesuré en rouge, là, avec le flash qui arrive en bleu et avec la contraction pupillaire, puis après le relâchement. Et cette contraction pupillaire, elle arrive plus ou moins rapidement par rapport au début du flash. Tout à fait. Et sur l'appareil, donc sur les nouvelles moutures de l'appareil, on voit qu'il y a un index de fiabilité de la mesure. Donc l'index en vert qui représente en fait une courbe complète. Donc la pupille n'a jamais été perdue, la pupille en vert n'a jamais été perdue. Et donc on voit une courbe qui est complète et qui est fiable. On aura une mesure qui est fiable du réflexe photomoteur qu'on pourra suivre. Et donc on a de plus en plus de données sur qu'est-ce que c'est un réflexe photomoteur pathologique, autre qu'une pupille réactive, aréactive, lentement réactive, molle, qui se contracte très tardivement. Donc avec des chiffres plutôt qu'une terminologie un petit peu plus abstraite. C'est-à-dire que l'ensemble des chiffres, si je comprends bien, sont résumés avec un index. Voilà, donc ça c'est l'index QPI qui permet, qui est encore en cours de validation, qui permet d'avoir une idée de ce que c'est une pupille normale, qui se contracte normalement. Donc c'est par rapport à des volontaires sains, donc un QPI à 5, c'est un œil normal. Et au plus on va avoir un chiffre bas, au plus on va s'approcher d'un réflexe photomoteur, une pupille anormale. Donc un réflexe plus faible et une pupille plus petite, ou alors plus large avec une réactivité. Donc ça veut dire que le patient qui est en mydriase bilatérale, tu vas avoir quoi comme QPI ? 0. Donc c'est simple. Et 5, c'est toi et moi. C'est ça. Sachant qu'on a des données sur les volontaires sains, donc un réflexe photomoteur normal chez les gens, c'est 50%, 40 à 50%, et une pupille normale, c'est 4 à 5 mm quand on est dans une ambiance lumineuse de jour. Et les patients en réanimation, ils vont avoir tendance à avoir déjà naturellement en neuroréanimation, quand ils sont cérébralisés, un réflexe photomoteur qui est plus bas, donc aux alentours de 20-30%. Et on va pouvoir suivre l'évolution quand on met des thérapeutiques en place ou qu'on suit les patients. Alors, est-ce que ça veut dire que le fait d'automatiser la mesure permet d'être meilleur qu'un médecin expérimenté ou qu'une infirmière expérimentée ? Alors, si la mesure est bien faite, oui. Oui, évidemment. Une mesure automatique permet de voir des choses qu'à l'œil nu, on ne peut pas voir. Une acuité visuelle à 10 sur 10, quand on a 10 sur 10, et on arrive à voir la variation de 1 mm à 1 mètre de distance. Donc on n'a pas tous 10 sur 10, on est déjà des fois un peu fatigué. Donc c'est vrai que quand on a regardé un peu l'efficacité de la pupillométrie par rapport au gold standard, qui est l'évaluation humaine, pour ce qui est par exemple de l'anisocorie, on avait plus de 50% d'anisocorie qui n'était pas détectée par les personnels au lit des malades. Donc une anisocorie en réanimation significative, c'est 1 mm de différence. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu regardes séparément un œil puis l'autre, cette anisocorie, cette dilatation d'une pupille par rapport à une autre, qui peut être physiologique jusqu'à 0,5, 0,8 mm, ouais. Le 1 mm, qui est vraiment petit, c'est difficile à voir en fait. C'est difficile à voir, et ce d'autant que les patients sont sédatés, sous morphinique, avec des pupilles de taille plus petite. Là, le réflexe photomoteur est plus difficile à voir, l'anisocorie est plus difficile à voir aussi. D'accord. Alors derrière, c'est quoi les applications ? Alors les applications, ça va être le suivi des malades, ça se transpose exactement au suivi des patients qu'on fait au lit des patients, donc la surveillance pupillaire. Et on va avoir le suivi des thérapeutiques, donc un patient qui va avoir une anisocorie qui apparaît ou un QPI qui commence à diminuer. Si on met en place une thérapeutique comme on aurait fait sur une anisocorie qui apparaît, une osmothérapie ou un contrôle des axos meilleur, ça peut être un suivi thérapeutique, ça peut être éventuellement un pronostic.
Donc là, le pronostic, c'est surtout pas une mesure qui fait le pronostic, mais on commence à avoir des données sur des cut-offs très bas de réflexes, de pupilles. C'est sûr que la mydriase bilatérale réactive, ça reste toujours très grave, mais un réflexe photomoteur en dessous de 10-11% après un arrêt cardiaque, ce qui est vraiment très bas, on commence à avoir des données sur du pronostic aussi. D'accord. Donc, alors si je me rappelle bien, les recommandations internationales sont de dire qu'il y a un intérêt à regarder le réflexe photomoteur après 72 heures. J'insiste sur le après 72 heures. Hein. C'est comme les silences électriques sur l'EEG, c'est après 72 heures et certainement pas sur les 24 premières heures. Donc ça pourrait avoir un intérêt de passer sur un monitorage quantitatif où là, en fait, parce que la variabilité, le problème, c'est le patient qui est morphinisé. On sait qu'il va avoir une pupille tête d'épingle. Et donc la réactivité de la tête d'épingle, qui va se jouer sur 0,2-0,3 mm, elle va être très difficile. Avec ces appareils-là, on voit cette réactivité. Voilà, c'est ça. Dans les recommandations 2021 sur l'arrêt cardiaque, ils préconisent, quand on peut l'avoir, la pupillométrie automatique. Donc effectivement, c'est le passage à une pupillométrie automatique depuis les recommandations de 21, mais j'insiste sur le après 3 jours. Tout à fait. À 3 jours. Tout à fait. 3 jours, les recommandations. Pour le trauma crânien ? Pour le trauma crânien, pareil, des études récentes qui montrent que la pupillométrie, quand on la suit avec le réflexe photomoteur, alors le NPI, est pronostic. Les patients qui ont un réflexe photomoteur altéré ou qui expérimentent une anisocorie ou une mydriase vont avoir un pronostic moins bon. Mais dans ces études récentes, ça montre aussi que ça peut être c'est pas toujours irréversible et que on peut traiter ces patients-là et que ça permet de déceler plus rapidement une complication qui apparaît, un engagement, un œdème cérébral qui va entraîner des lésions centrales parce que la pupillométrie, c'est l'étude du système nerveux autonome, du tronc cérébral et c'est ça qui fait le pronostic des patients. D'accord. Donc c'est une partie des patients, hein, ça varie d'une sensibilité entre 10 et 15% des patients qu'on pourra bien étiqueter comme de mauvaise évolution. Donc ça, c'était le réflexe automoteur. Et donc on va être sur un pupillomètre standard. Et puis on a un pupillomètre qui est couplé avec des électrodes pour passer sur l'autre réflexe, le réflexe de dilatation pupillaire. Et là, c'est plutôt Jean-François qui prend la main. Alors oui, merci Monsieur le Président. En fait, la question posée, c'est est-ce qu'on peut, en réanimation, comment monitorer la douleur ? La douleur, c'est encore, je vous le rappelle, hein, c'est une perception consciente, subjective, d'une expérience désagréable. Donc là, déjà, quand on parle de douleur en réa, ça veut dire que le malade, il est verbal, il est conscient, il peut s'exprimer, soit par des gestes, soit évidemment parce qu'il a la parole. Donc là, c'est pas du tout la place d'une évaluation par un dispositif comme ça. C'est les échelles d'auto-évaluation, vous connaissez. Et vous savez qu'actuellement, dans les recos, on insiste beaucoup sur, autant que possible, laisser le malade le plus conscient possible, le moins sédaté. Mais il n'empêche que vous avez des situations dans lesquelles vous êtes obligé de mettre votre patient sous des sédations importantes et là, on perd sa trace, on ne peut pas l'évaluer sur le plan de sa douleur et a fortiori quand il va être curarisé. Et donc du coup, vous avez à votre disposition un certain nombre d'outils. Alors il y a des outils qui sont en anesthésie, que vous connaissez, comme l'ANI, comme le NOL. En réanimation, ce sont des données qui sont pour l'instant assez parcellaires et là-dessus, on n'a pas encore beaucoup de recul avec ça. En revanche, la pupillométrie, en anesthésie, elle avait été développée au départ avec un succès, on va dire, relatif parce qu'il fallait en permanence faire des mesures ponctuelles et donc donner, si on voulait avoir une surveillance continue des variations de pupillométrie pendant la chirurgie, il fallait donner des larmes artificielles, donc ça devenait compliqué, donc on a abandonné ce champ d'activité. Mais en revanche, avec la pupillométrie, donc toujours en one shot,
on peut tester la nociception, c'est-à-dire la balance entre le sympathique et le parasympathique, sur des patients qui sont sédatés et analgésiés, pour vérifier si oui ou non ils ont une nociception qui est correcte ou incorrecte. Alors pour ça, vous avez, si vous avez en tête un petit peu les schémas anatomiques qui vont être impliqués dans cette dilatation pupillaire, eh bien on va s'intéresser au nerf ophtalmique avec le composant sympathique du nerf ophtalmique, donc le trijumeau, la branche 1. Et donc le circuit va naître environ au niveau de la naissance du trijumeau, va descendre sur les cordons postérieurs de la moelle, va parcourir et faire un relais au niveau du ganglion susclaviculaire, remonter dans le ganglion le ganglion vassaire, oui, et ensuite aller sur le nerf ophtalmique. Donc ça, c'est le petit circuit que vous allez obtenir avec cette dilatation pupillaire en réponse à un stimulus nociceptif. Alors le stimulus nociceptif, c'est ça qui est intéressant. Il peut être l'aspiration trachéale, il peut être la mobilisation, mais ça, ce ne sont pas des stimulus qui sont standardisés. Il y en a un qui existe, qui est le tétanos. Alors le tétanos, évidemment, on ne le fait pas quand on est éveillé comme vous et moi, mais quand quelqu'un est endormi, on peut le stimuler avec une certaine fréquence électrique jusqu'à un certain niveau. Et on a mis au point dans la machine Agiscan un système où le tétanos démarre avec une intensité qui est relativement faible, à 10 mA, et puis elle va progressivement augmenter jusqu'à obtenir une dilatation de 13% de la pupille par rapport à la date base. Et à partir de là, on considère que c'est significatif, qu'il y a une nociception. On arrête à ce moment-là la stimulation électrique et on convertit l'intensité électrique qui a été nécessaire pour cette dilatation en un chiffre qui va de 0 à 9, comme une échelle EVA. 0, vous avez absence de nociception, le malade va bien. Et puis à 9, il a une nociception extrême, et là, il n'est pas suffisamment analgésié. Donc c'est un système qui a été testé, validé en anesthésie, mais je pense que c'est plus intéressant encore en réanimation. Et alors pour finir avec mon petit laïus, et puis je redonnerai la parole au président qui trépigne, vous avez comme avantage qu'on avait montré, c'est que chez des malades qui sont cérébrolésés, donc qui sont sous sédation analgésie, eh bien ce système tétanique ne fait pas varier la pression intracrânienne. Vous testez finalement une réponse sensorielle dans un territoire assez limité, alors qu'une aspiration trachéale, vous pouvez avoir des augmentations de pression intracrânienne qui peuvent être délétères pour un certain nombre de nos patients. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup Jean-François. Au quotidien, comment tu l'utilises? Est-ce que ça te permet de diminuer un peu tes posologies morphiniques qui, par rapport à Marseille, à Grenoble, sont très très élevées? Je rappelle qu'à Marseille, nous n'utilisons que 10 gamma et on trouve quand même avec la Gilsan qu'on est élevé. 10 gamma de fentanyl? De sufinta. Non, ah bon? Pas de... Ah ouais. 10 gamma heure. 10 gamma heure, ouais. Non mais j'ai toujours été assez, intéressé pour aller voir comment vous sédatez les patients. Arrive. Non mais j'irai. J'aurai le temps. En fait, nos patients... Alors, l'utilisation de la Giscan se pose... Au départ, quand on l'a utilisé, on s'est aperçu qu'on donnait trop de morphinique. Ah, tu l'avoues? Oui, mais on s'est retrouvé avec des patients qui étaient en HTC. Et donc, il a fallu donner un peu plus de sédatif, de propofol. Et donc, finalement, on arrive à la conclusion que, avec ou sans, le critère de jugement pour ces malades cérébrolésés graves, c'est la pression intracrânienne. C'est ça le critère de jugement. Là, on est sur le neurolésé, voilà. Voilà, oui, sur le neurolésé. Oui. En revanche, donc, ça c'est le critère du jugement. Quand vous avez un patient qui a une pression intracrânienne, c'est ça qui doit piloter votre sédation analgésie. Si elle est basse, à ce moment-là, vous commencez à faire une décroissance. Enfin, on a publié récemment un peu un algorithme de travail.
Pour le patient qui est en réanimation polyvalente et qui n'a pas cérébralisé, là, on n'est pas en l'utilisation tous les jours de ça, hein, je ne vais pas te mentir, parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de les désédater le plus vite possible, et il va rester finalement que des indications relativement limitées de malades qu'on va garder sous sédation analgésie. Néanmoins, de temps en temps, quand se pose la question d'un échappement, dans un état d'agitation, on ne sait pas si c'est une vraie nociception, là, c'est intéressant de mesurer ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Il n'y a pas de questions? Parce que après, je vais avoir des questions un peu plus touchy. Par exemple, juste un élément de réflexion. Est-ce que tu penses que il y a des papiers qui montrent que la douleur ne semble pas être ressentie ou intégrée de la même façon au niveau cortical entre un végétatif et un état minimal de conscience? Est-ce que tu penses que essayer de faire cet tétanos chez ces patients-là pourrait avoir une réponse différente? Bon, on sait que par exemple en mort encéphalique, le PPI est à 0. D'accord? Il n'y a plus de réponse. Mais en même temps, les pupilles, elles sont plein phare. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des recherches en cours là-dessus ou ça pourrait être un sujet de recherche? Ça peut être un sujet de recherche sur les états, alors on dit les états d'éveil sans conscience, hein, non conscient, pour parler avec la nomenclature actuelle. Ça peut être tout à fait intéressant. Moi, je vois une autre application qui est assez immédiate parce que vous avez compris que c'est comme un potentiel évoqué au lit du malade. C'est ça, en fait, l'idée de la GISCAN. C'est un potentiel évoqué au lit du malade. Et donc, par exemple, quand vous prenez en charge au déchocage un trauma crânien avec une inconnue concernant son intégrité au niveau de son rachis cervical, bah, ça vaut le coup de lui faire le PPI pour simplement se dire bah, au moins les voies que j'ai testées sont réactives, j'ai une réponse à la nociception chez le malade. Donc normalement, j'ai une partie de mon rachis cervical qui est indemne. Donc tu testes tes voies lemniscales et tu t'aperçois, voilà, tu peux t'apercevoir que le patient n'a pas du tout de réactivité. Oui. Et comme si un patient a une rachianesthésie, si vous faites un tétanos dans le territoire endormi ou que vous testez un territoire que vous avez bloqué avec une ALR, d'accord, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que l'efficacité est là ou le niveau lésionnel est malheureusement là. Là, on l'avait publié il y a des années précédentes sur des blocs. Mais je te lis. Non, mais tu lis les bons articles. On est obligé de s'arrêter puisque derrière, il y a les sessions qui reprennent à 14h30. Il y a une session dédiée sur un pour-compte la pupillométrie. Maintenant, en 353, je crois. Donc, je vous invite, si vous voulez poursuivre le débat, à y aller. Et puis, en tout cas, merci à vous pour votre assiduité et votre interactivité. Merci beaucoup.